Poursuivons notre émission avec cette deuxième partie dans laquelle nous allons aborder les formalités administratives obligatoires lors de l'achat d'un bien immobilier. Ces formalités sont cruciales pour sécuriser votre transaction et garantir que tout se déroule dans le respect des règles légales. Notre invité va nous expliquer les différentes étapes administratives et les documents nécessaires pour une acquisition réussie. Maître Kaboré, quelle est la procédure administrative à respecter lors de l'acquisition d'un terrain en milieu urbain et celui en milieu rural? Alors, procédure administrative, ça voudrait bien dire les administrations dans lesquelles le service passe, donc l'acquisition passe du début jusqu'à la fin. C'est ça. Alors, donc, ça dépendra de la nature du titre et ça dépendra de la volonté des parties. Dans beaucoup de cas, ça se passera dans un premier temps dans un cabinet de notaire ou au guichet unique pour les terrains à usage autre que d'habiter ou les terrains qui ont un titre foncier. La loi oblige qu'on passe par un notaire. Donc, pour les terrains d'habiter ou que l'on peut les titres fonciers, la loi permet qu'on fasse des actes privés en allant directement soit au guichet unique à Ouagadougou ou à Bobo, soit au commissariat de police pour les autres villes. Donc tout ce qui est titre foncier, obligatoirement, il faut passer par notaire. Pas seulement titre foncier, non seulement les titres fonciers, mais aussi les terrains à usage autre que d'habitation. Exemple, les permis d'exploiter. D'accord, ou les terrains à usage d'école. Exactement. D'accord, donc ça, forcément... Forcément. Parce que la loi prévoit que c'est des transactions qui doivent être inscrites dans le livre foncier. Alors que pour passer dans le livre foncier, l'acte doit être authentique. Authentique, ça renvoie à l'intervention du notaire. D'accord, ok. Mais donc les terrains urbains, pas forcément? Non, terrain urbain, terrain d'habiter. D'habiter. Voilà. Les PUH. Les terrains dont l'objet qui ont des permis d'habiter, on n'est pas forcément obligé d'aller voir le notaire. Ok. Mais en zone rurale? En zone rurale, ça dépendra également. En général, en zone rurale, vous avez quoi? Vous avez soit des APFR, donc ça se passe directement au niveau de la mairie, il y a un service foncier rural, SFR, ou alors, si c'est un titre foncier ou une attestation d'attribution ou un permis d'exploiter, parce que forcément, l'usage est autre que d'habiter. On est en zone rurale. D'accord. Donc forcément, il faut passer par le notaire. D'accord. Donc ça veut dire que si moi je vois un propriétaire terrain dans un village qui me vend sa terre, il faut que je... Passe par le notaire? Passe par le notaire. On va faire une distinction. Ok. Alors, je parle de terrains qui font l'objet de titres. D'accord. Donc normalement, quand vous êtes propriétaire d'un domaine, vous avez un titre. Mais ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, si vous n'avez pas de titre, logiquement, vous ne pouvez pas vendre un terrain. Mais il y a des gens qui vont à la mairie, ils font des... Ou bien ça, ce n'est pas légal? Non, ceux qui vont à la mairie, ça suppose qu'au préalable, le propriétaire terrien se fait établir d'abord un document. Ça peut faire généralement la PFR, l'attestation de possession rurale, par le maire. Et après, il le vend ou on transfère alors le titre au nom de celui qui achète. Donc, en réalité, l'opération de vente peut se faire de façon informelle entre eux, mais de façon administrative. Il faut bien qu'il existe un titre au niveau de l'administration locale, la commune, le maire, il établit une APFR, et puis après, il fait la mutation au nom de l'acheteur. Donc, ça veut dire qu'une fois qu'il a fait ça, parce que moi, on est en train de parler à des gens qui ne savent absolument pas comment ça se passe. Donc, je m'en vais voir un propriétaire terrain qui a un APFR, c'est ça? Un APFR. Voilà, on va à la mairie, il me vend le terrain. Et maintenant, pour la mutation, quand on va chez le notaire. Ça se passe directement à l'administration. Voilà, ok. Voilà, mais ce n'est pas intervenu de passer par le notaire pour constater la réunion des conditions matérielles et juridiques de l'opération. Après, à la mairie, c'est une question administrative. Ok. Alors, mais sachant que c'est tout ça là qui a fait que nous avons eu des problèmes au niveau de la promotion immobilière. J'en viens. Bon, comment ça s'est fait en fait? Parce que les promoteurs sont allés voir les propriétaires terrain, vendez-nous les choses, etc. Et maintenant, au final, après, c'est difficile. Comment ça se fait? Je ne sais pas comment les choses se passent dans la pratique, mais on a tous fait le constat que les promoteurs immobiliers ont fait la mobilisation foncière sur le tas avant donc de régulariser. Donc c'est mettre donc un peu les charrues avant les bœufs, ce qui n'est pas normal. On aurait pu faire
le titre, identifie les propriétaires avant de procéder. Okay. Aujourd'hui, il y a une interdiction dans ce domaine-là. On ne peut plus vendre comme ça. Ou bien c'est toujours possible? Je n'ai pas connaissance d'une interdiction de vendre à l'état rural. Je n'ai pas connaissance. Il y a simplement des taxes qui sont rentrées en jeu courant l'année dernière. D'accord, ok, d'accord. Des taxes. Des taxes. Pour le compte de l'État, c'est naturellement. Payé par qui? Le vendeur ou l'acheteur? Je ne sais pas exactement. Je sais que l'ordre des notaires a écrit un courrier qui a fait l'objet d'une réponse, mais je ne peux pas vous situer tout de suite pour situer la charge de la taxe. Parce que la taxe, sur la loi, on n'a pas prévu la personne qui supporte la taxe. Bon. D'accord, ok, j'espère. Voilà. Les autorités vont nous entendre pour nous clarifier ça. L'ordre a écrit, je rappelle que l'ordre a écrit, ils ont répondu, mais je n'ai pas la réponse en tête pour vous. Je pourrais vous la donner par la suite. D'accord, ok. Merci beaucoup. On en rencontre plein, mais pouvez-vous nous évoquer quelques problèmes rencontrés par des gens ayant acquis des terrains avec des promoteurs immobiliers qui ne parviennent pas à effectuer les formalités administratives? C'est ce qu'on a dit à l'entame là. Beaucoup de gens ont souscrit à l'acquisition de parcelles auprès de promoteurs immobiliers, et ceux-là n'avaient pas le titre foncier de départ. La loi impose d'avoir un titre foncier. Et non seulement il faut ça, mais aussi avoir l'autorisation de lotir. Donc beaucoup de gens, beaucoup de promoteurs n'ont pas attendu d'avoir toute cette documentation préalable avant donc de mettre à la disposition donc, du public les produits de la promotion immobilière. Donc les gens se sont tout de suite, par mon connaissance peut-être, ont souscrit aux différentes opérations. Bon, après, il y a une loi qui est rentrée en vigueur et qui essaie de limiter la procédure, donc de réglementer davantage la procédure. Vous savez, on est au 3 juillet aujourd'hui, ça fait exactement un an jour pour jour que la nouvelle loi sur la promotion immobilière a été mise en œuvre. Elle a été promulguée. Donc, voilà. Donc cette nouvelle loi est beaucoup plus rigoureuse. Ce qui fait qu'on se demande comment ceux qui n'avaient pas d'autorisation de lotir, comment ils vont s'y prendre. Surtout ceux qui ont fait, le public qui a souscrit donc, des terrains auprès de ces promoteurs-là. Je me rappelle qu'il y a 2-3 mois, vous vous souviendrez que je pense que le ministère en charge donc, de l'urbanisme, a fait un communiqué pour inviter les différents personnes qui avaient souscrit à s'inscrire dans des plateformes. Là. On imagine que c'est une forme pour résoudre un peu les problèmes. Une manière de quantifier le volume de ces passifs-là et puis de réguler davantage et de faire une ouverture pour qu'on puisse régulariser le cas de ces personnes-là. Il y a une bonne Est-ce qu'il semble qu'il y a eu des doubles ventes? C'est pas proscrit parce que comme c'est des terrains qui ne sont pas immatriculés, donc il a pu avoir beaucoup de ventes, des ventes multiples. Donc ça, mais dans l'application de cette loi-là, vous voyez déjà quelques petits problèmes Non, je pense que on ne peut pas dire qu'on est en plein dans la mise en œuvre de la loi. Donc ça fait seulement un an. Et les promoteurs immobiliers devaient se régulariser, donc elles ne se sont pas, je pense qu'elles ne se sont pas, pour beaucoup en tout cas, régularisées. Donc on attend de voir. Quels sont les documents essentiels à fournir lors de l'achat d'un bien? Enfin, vous l'avez peut-être déjà répondu à ça, mais pour distinguer terrain et bien bâti, est-ce que lorsqu'il s'agit d'un bien bâti, nous avons des documents spécifiques? Ou c'est toujours les mêmes titres de propriété? Non, c'est les mêmes titres de propriété qui valent pour tous les biens. Hein. Voilà, sauf que lorsque c'est un bien bâti, les gens vont le dire. Les gens vont le dire. Et dans tous les cas, il y a des documents relatifs à la construction, c'est-à-dire le procès verbal de mise en valeur qui va être réclamé ou carrément un rapport d'expertise donc selon le standing donc, de l'immeuble. Qui va être requis. Donc ici, en fait, je sais que sous d'autres cieux, on parle par exemple de diagnostic, etc. Est-ce qu'ici, il faut faire un diagnostic
du bien, non? Non, j'ai pas en mémoire, j'ai pas fait attention, j'ai pas vu dans notre législation des diagnostics qui sont obligatoires. Vous avez effectivement dans d'autres pays de plus développés là, diagnostics sur la performance énergétique, diagnostic du plomb, du gaz, électricité, assainissement, tout ça. Mais ce n'est pas obligatoire chez nous. D'accord. Mais ça n'empêche pas en regardant le standing de l'immeuble, que de façon conventionnelle, les gens fassent obligatoire certains diagnostics. Je pense au diagnostic électricité, assainissement, par exemple. C'est important, c'est des diagnostics basiques. Donc, dans l'acquisition d'une maison, qu'il est convenable de réclamer, de faire de façon conventionnelle, même lorsque la loi ne l'a pas obligé, pour la sécurité des parties. Maître Kaboré, qu'est-ce qu'un compromis de vente et quels documents doivent impérativement être vérifiés avant la signature? Avant la signature d'un compromis de vente, vous devez réunir toutes les conditions matérielles et juridiques visant à l'aboutissement d'une vente ferme, d'une vente réelle. Et ces documents-là, c'est quoi? C'est ce qu'on a dit, c'est les documents d'identité des intéressés, donc le couple vendeur, parce que le régime matrimonial peut avoir une incidence sur la capacité de l'intéressé à vendre son bien. Donc, dans quel sens? Si vous êtes marié à un bien commun, par exemple. Il faut forcément que votre époux, votre conjoint, approuve la vente. Oui, si vous êtes marié à un bien commun et que le bien a été acquis au cours de votre mariage, la loi impose bien sûr que tous les deux fassent partie de l'opération. Et si vous n'êtes pas en bien commun? Même lorsque vous n'êtes pas en bien commun, le bien que vous voulez vendre, s'il est votre logement familial, la loi fait obligation aussi que le couple, tout le monde soit là pour utiliser l'opération. Donc l'un dans l'autre, vous devez informer votre conjoint? Si c'est un bien commun et si c'est le logement familial. Si ce n'est pas, parce que bon, ça intéresse beaucoup de gens, si vous n'êtes pas en bien commun. Si vous n'êtes pas en bien commun. Vous obligez quand même à ce que la personne, le conjoint, qui ne fait pas l'objet de la vente ou qui n'est pas propriétaire, vienne affirmer que ce n'est pas le bien conjugal. Ce n'est pas le logement familial. Le logement c'est une possibilité sans être la seule. Possibilité voilà. On peut faire un constat. Il y en a qui sont catégoriques. Le terrain, il m'appartient. Je suis marié à un bien séparé. Je l'ai acheté de mes enfants, et ainsi de suite. Mais le notaire ne peut pas se rendre compte que c'est le logement familial ou pas. Donc, il faut bien une preuve. La preuve est rapportée par le conjoint lui-même ou alors par un constat d'huissier. D'accord. Dans ce cas, vous êtes tranquille que ce n'est pas un logement familial, ce n'est pas un bien propre. C'est un bien propre, ce n'est pas un bien commun. Le conjoint seul pourra, dans ce cas, instrumenter seul son opération. Mais sinon, connaissant un peu vos procédures, vous demandez quand même que la personne vienne signer. C'est le raccourci le plus simple, en fait. Voilà. D'accord. Donc, je vous ai arrêté. Continuez. Continuez la procédure. D'accord. On était où? On était donc il fallait, si c'est bien commun, que les documents... Exactement. Donc, si on a un bien commun, donc les actes de mariage, tout ça. Après, vous avez l'original du titre, c'est impératif. L'original. Pas de copie. Pas de copie, Okay. illégalisé. Donc, pour l'original du titre, c'est ce document qui va vous permettre donc de vérifier avec l'administration en charge donc de la délivrance des titres, donc les domaines ou la mairie, de vérifier si c'est un titre authentique ou pas. Voilà. Et même si le titre il est authentique, il faut vérifier qu'il appartient à la personne qui veut vous vendre. Donc l'origine de propriété, il faut bien la vérifier. Et comment on vérifie ça? À travers des recherches au niveau donc, des domaines. Il y a un PV d'attribution. Et dans tous les cas, toutes les transactions sont enregistrées là. Donc on peut se rendre compte si c'est bien, le bien appartient à l'intéressé qui veut vendre. D'accord. Donc vous avez ça. Vous avez différentes petites taxes que l'administration profite collecter, donc les taxes de résidence, voilà. Et vous profitez aussi pour regarder si le bien n'est pas frappé d'une hypothèque, etc. Ah oui, c'est une condition sine qua non. Donc merci de me rappeler, l'état des droits réels permet donc au notaire et aux parties de se rendre compte que le bien il est libre de tout engagement quelque part d'autre et qu'il peut faire l'objet de la transaction. Mais comment on vérifie ça? Mais c'est quoi? C'est un document que l'on demande au niveau de l'administration qui centralise ces informations-là, à savoir les domaines. Donc c'est une acquisition que vous faites, que vous déposez au guichet unique ou
dans les autres villes, vous déposez directement au niveau donc, des domaines. Donc, ça va les sortir sous forme de courrier qui vous notifie la disponibilité ou l'indisponibilité du bien. D'accord. Mais il y a certains qui, je ne sais pas si les banques le font toujours, qui prennent leur titre, enfin, oui, qui donnent ça en gage, mais pas en hypothèque. Est-ce qu'on peut vendre malgré tout? Non, la pratique, c'est quoi? La pratique, ils appellent ça des dépôts, sous forme de dépôts. Donc, ils prennent leur titre, ils vont les déposer simplement dans un établissement de crédit ou de finance, donc pour avoir donc, des crédits. Il y a une procédure pour prendre l'hypothèque, la loi l'a prévue, c'est imparable. Donc, lorsque, je parlais tantôt d'efficacité, donc lorsque ce n'est pas publié, ce n'est pas enregistré donc, au niveau du domaine, cette opération donc, de gage ou de dépôt n'est pas opposable, donc on n'est pas censé être informé. Donc, c'est pourquoi il peut arriver que les gens vont faire des duplicata. Je m'en doute, en fait, c'est pour ça. Et puis, même des déclarations fausses de perte. Exactement, pour s'établir donc de nouveaux titres. Vous en avez vu? Ah oui, mais ça, c'est fréquent, ça. Ça, c'est fréquent, ça. Donc, mais quand vous demandez, vous faites la vérification au niveau des domaines et qu'il n'y a pas de charge. OK. Donc, il n'y a pas de charge, l'immeuble est disponible parce qu'il n'y a pas de mention dedans qui fait obstacle à la cession, et qu'il appartient véritablement à la personne qui est en face de vous, et vous n'avez d'autre choix que de faire l'opération. Ça veut dire que l'institution qui a pris le titre en dépôt n'a pas bien assuré sa sécurité à elle. Effectivement, c'est un gros risque. En fait, ça arrive assez rarement. Bon, les administrations qui font ça, les services qui font ça sont des petites microfinances. Mais ça aussi, je pense qu'il marge de hauteur, de crédit. Donc, en général, c'est pour les vraiment très faibles crédits. D'accord, les microcrédits. Alors, quelles sont les étapes administratives de la signature du compromis de vente à l'acte authentique, les délais légaux à respecter et leur importance? Je n'avais pas eu le temps de définir le compromis de vente. Voilà, le compromis, c'est quoi? C'est un contrat par lequel vendeur et acquéreur s'accordent sur les données essentielles de leur opération, à savoir le bien, le prix. Il reste peut-être quelques éléments, quelques détails à peaufiner et qui empêchent aux parties d'aller à l'acte de vente ferme. Voilà, donc c'est comme une promesse de vente sans lettre. Voilà, mais l'accord de volonté est déjà constaté de vendre et d'acheter à un certain prix un certain bien. D'accord. Exactement. Donc, il reste que ce qui reste comme conditions vont se réunir par la suite et puis bon, l'opération va se parfaire. Donc, ce n'est pas véritablement le sens du compromis que l'on voit en Europe. Non. En Europe, quand vous faites le compromis, je suis simplifié par exemple, vous avez un délai, je ne sais plus, 15 ou 30 jours pour régulariser. D'accord. Chez nous, non, quand vous faites le compromis, il est carrément un avant-contrat. C'est ça. Voilà, qui oblige les parties. D'accord, donc on peut recevoir son argent déjà. Ça dépend des conditions. Ça dépend des conditions. Voilà, exactement. Donc, la condition peut être qu'on va mobiliser son argent dans un certain délai. Peut-être qu'on passe par la banque pour avoir un prêt. Peut-être que le titre est quelque part qu'il faut aller le chercher. Bon, il y a un certain nombre de conditions qui peuvent rendre donc impossible la réalisation immédiate de l'opération. Mais quand les conditions vont se remplir, mais naturellement qu'il faut aller à l'acte de vente ferme. C'est ça. Donc, à l'issue de l'acte de vente ferme, naturellement, vous avez 30 jours pour le présenter aux impôts. D'accord. Voilà. 30 jours. 30 jours. D'accord. Maître Kaboré, qu'est-ce qu'une VFA, ce qu'on appelle couramment la vente en état futur d'achèvement, et quelles sont les spécificités administratives de ce type de vente-là? La VFA, ou la vente en état futur d'achèvement, c'est une modalité de vente d'immeubles à construire. C'est des innovations introduites, je pense bien, dans notre loi par la récente modification, la récente loi sur la promotion immobilière adoptée donc, il y a un an, comme on le disait tantôt. Donc la VFA, c'est un contrat aussi par lequel le promoteur immobilier transfère tout de suite. Tout de suite. Tout de suite, tout de suite. Donc la propriété du sol et des investissements à l'acheteur. Des investissements à venir alors? Présent, existant. Ah oui, puisque la VFA suppose une procédure progressive. Donc vous l'avez signé, au moment de signer, peut-être qu'il y a des investissements, mais au fur et à mesure que la mise en valeur est faite, les mises en valeur appartiennent à l'acheteur. C'est différent de la location-vente? Non, c'est différent.
C'est différent. C'est différent, carrément D'accord. différent. Parce que la location-vente signifie que ben, Tous les investissements sont c'est construit, effectivement. voilà, et que le paiement est fait sous forme de loyer. C'est ça. Exactement. Donc, la VFA s'inscrit dans cette dynamique-là. Donc, elle est forcément notariée. Hein. Ah, elle est forcément Elle est notariée. forcément notariée. Tout comme la vente à terme, donc son contraire, en fait, dans lequel la propriété est transmise à la fin. Quelles sont les précautions à prendre lors d'une VFA? Ben, il faut se rendre compte que toute la documentation sont réunies, toute la documentation est réunie en vue donc de cette VFA-là. C'est que vous savez que les différents acteurs, entrepreneurs, architectes, ingénieurs, tout ça, ils doivent signer des contrats avec le promoteur immobilier. Donc il faut se rendre compte que tous ces documents existent, même que les assurances, on en viendra peut-être. Toutes ces documentations existent, prenez connaissance avant de vous y engager. Est-ce qu'on peut faire une VFA sur des maisons ou c'est seulement des appartements Non, je pense qu'on peut le faire, quel que soit le type de construction envisagée. Notre loi l'a prévu dans le cadre de la promotion immobilière. Donc, je suppose que... Appartements et maisons. Oui, exactement. Donc, je suppose que c'est dans le cadre donc, de la promotion immobilière que ces modalités d'opération sont... Est-ce que l'État même peut faire de la VFA? Ben, qu'est-ce qui l'empêche? Parce que l'État, à travers ces outils donc, national qui font de la promotion immobilière, font des actions comme ça, des activités de promotion immobilière. Donc, à travers donc, cette ouverture, l'État peut le faire. Vous pensez que ça peut répondre vraiment aux besoins d'habitation des populations? Parce qu'on se rend compte que les gens ont beaucoup de mal, de plus en plus, à acquérir un logement. Est-ce que la VFA, ça peut être une bonne solution pour résoudre le problème de logement au Burkina? Oui, c'est une bonne opportunité pour les candidats à l'acquisition de logements parce que vous avez la possibilité de concevoir, de donner votre avis sur le plan. C'est vous. Donc, vous n'achetez pas un immeuble construit. C'est ça. Voilà, donc, vous avez la possibilité, naturellement, donc, de donner vos avis à votre architecte conseil donc, sur votre projet immobilier. Et aussi la possibilité de payer au fur et à mesure de l'avancement des travaux. C'est même l'essence de la VFA. C'est ça, c'est ça. Voilà. D'accord.